Bonjour à tous. Bonjour. Alors j'allais dire Monsieur Barbarin, pas du tout. Bonjour Philippe Val. Bon, on ne s'est pas trompé de réunion. Alors je ne savais pas trop comment vous présenter, parce que vous avez un parcours extrêmement riche, que tous les gens qui sont ici connaissent. Alors je me suis dit, Philippe Val, c'est quoi? C'est tout un poème. Et Val, poème, dormeur du Val. Je me suis dit, allez, le flingueur du Val. Ça vous va? Allez, on essaye. Il a viré Ciné, il a viré Guillon. Certains disent même qu'il a viré Réac. Mais Fontéval, c'était d'abord les chansons. Certes, on se souvient surtout du chef de rédac. Il a lancé Charlie en mettant un peu de fric. Reprendre un monument, fallait vraiment oser. 17 années de flingage, de crayons homériques. Mitterrand, Chirac, Jospin, Bayrou, Mahomet. Jusqu'aux caricatures. Le canif dans le second degré. Garde rapprochée H24. C'est l'orage qui grondait. Le deuil de ses potes. Notre liberté qui pliait. Sous les crayons, les balles. Et nos tronches médusées. Il était devenu le big boss de France Inter. Mais la mauvaise escorte, toujours, l'accompagnait. Était-ce bien lui ou quelque chose avait changé? Le sarcoboy avait viré porte. On croyait Lucifer. Il fallait regagner les livres, se faire discret. Reconstruire, se reconstruire, c'est ça l'idée. À ce petit jeu-là, c'est sûr, il n'a pas d'égal. Mesdames, Messieurs, Philippe Val. Merci pour cette présentation, amusante en tous les cas. C'est une carrière de poète qui commence. Oui. Oui, alors je voudrais juste dire une chose, c'est que dans ma vie d'artiste, rapidement, qui a duré quand même longtemps, et je suis venu fréquemment à Pau. À l'époque, se passait tout au Parvis, c'était la seule salle de spectacle de Pau. Et j'étais pas venu depuis 35 ans à peu près à Pau, vous voyez. Et j'ai été stupéfait par la transformation de la ville. Et c'est pas si souvent qu'on peut dire à quel point une ville s'est embellie, cette ville s'est modernisée, et elle était potentiellement belle, elle a toujours été sympathique, il y a toujours eu un public formidable à Pau. Non mais c'est vrai, je dis pas ça par démagogie, mais c'est comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de spectacles, on sentait le public éduqué, enfin, ce qui est toujours agréable. Mais la ville, c'est formidable. Enfin, vraiment, ce qui est bien, c'est que vous dites que ça fait 30 ans que vous n'êtes pas venu, donc on ne peut pas dire que c'est un coup de publicité à François Bayrou. Non, mais enfin, bon... Non, mais j'en sais rien. Mais moi, je constate, c'est comme quelqu'un qui ne serait pas venu à Bordeaux depuis 40 ans et trouve une autre ville. Et à l'échelle de Pau, c'est la même chose. Enfin, c'est spectaculaire. C'est une ville formidable, une ville moyenne exceptionnelle, je trouve. Et donc, forcément, je n'ai pas envie de faire de publicité à qui que ce soit, mais c'est la preuve d'une bonne gestion municipale quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, après, il y a sans doute des critiques, j'ignore la vie locale, il y a sans doute des tas de choses à dire, je sais rien. Mais en gros, quand on arrive, c'est quand même étonnant de voir... Bon, allez, c'est bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bon, moi, je suis journaliste à Sud-Ouest, on analysera ça plus tard, la gestion locale. Alors, comme je le disais dans ma petite introduction, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été artiste, vous êtes toujours, je pense, un peu artiste, vous avez été directeur de presse, chroniqueur... laquelle vous avez préférée? Alors, vous savez, en français, on dit « je suis journaliste » ou « je suis directeur de presse » ou « je suis, je sais pas quoi, avocat ou artiste ». En italien, on dit pas ça comme ça.
En italien, on ne dit pas je suis, on dit je fais. Faccio il giornalista, faccio l'artista. Mais on dit je fais l'artiste, je fais le journaliste. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Moi, je pense que j'ai fait le journaliste, j'ai fait l'artiste avec beaucoup de cœur. Enfin, j'ai aimé ces métiers-là. Et voilà, tout en gardant une distance. On n'incarne pas un métier complètement. On fait ce qu'on peut au mieux. Et on n'est pas un avocat, on fait au mieux l'avocat. Et voilà, j'ai essayé de faire au mieux ces métiers à ma façon, en restant libre, de... Vous avez été tout en même temps. Il n'y a pas un moment que vous avez parce que particulièrement préféré. Encore aujourd'hui, je fais de la musique tous les jours, comme je faisais quand j'avais 13 ans. J'ai continué parce que je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Enfin, c'est presque un instinct. Enfin, bon, tout ça n'a aucun intérêt. J'espère que ça en a un peu. Bon, on est ici pour parler de la reconstruction. Le thème de ces rencontres, c'est reconstruire, se reconstruire. Il y a un sous-thème dans la discussion qui va nous occuper pendant 1 heure, c'est reconstruire par temps obscur. Alors j'ai essayé de chercher quel était le rapport avec Philippe Ball, et j'ai trouvé donc votre traité de savoir survivre par temps obscur que vous aviez publié en 2007. Alors dans ce bouquin, pour résumer, vous plaidiez pour un homme un peu transformé et qui garde un esprit de raison et qui contre un petit peu toutes les chapelles qui s'offraient à lui. Est-ce que vous y croyez à l'homme nouveau ? Non. Je pense que c'est pas du tout. Merci. Non. Je pense que l'être humain civilisé et cultivé, avec toutes ses imperfections, il faut faire avec. Et plus il est cultivé, plus il a le sens critique, plus il pense par lui-même, ce qui est finalement assez rare, mieux ça vaut. Mais l'homme nouveau est un concept qui est dangereux. Enfin, c'est un concept qu'ont eu en commun Staline, Hitler, Pol Pot. Ils voulaient un homme nouveau. Foutez-nous la paix, quoi. L'homme est imprévisible. Parfois il est très bon, parfois il est très mauvais, parfois on a envie de l'aimer, parfois voilà, c'est indécis. Il faut laisser cette indécision parce que son comportement soit surprenant est très important parce que ça évite à la vie d'être ennuyeuse. Alors évidemment, parfois c'est tragique, parfois c'est joyeux, mais on ne peut pas attendre d'une personne humaine qu'elle corresponde à ce qu'on imagine être tout le temps le bien. On périrait d'ennui. Évidemment, pas tout le temps le mal non plus. Mais ce mélange de bien et de mal qui cohabite en nous, ça fait aussi partie du charme de l'existence. Ça fait partie de notre aventure intime et de l'aventure qu'on partage avec l'autre. Là où, dans ce livre lointain maintenant, je faisais une opposition entre les intérêts de la culture, de l'individu, et les intérêts de l'espèce. Nous sommes une espèce animale, les êtres humains sont une espèce animale, mais elle n'obéit pas aux mêmes lois elle contrevient en quelque sorte sans cesse. Pour exercer sa liberté, elle contrevient aux lois qui régissent, enfin aux lois, disons, à cette somme de hasard que sont la théorie de l'évolution, en quelque sorte, darwinienne. Nous, on a conscience d'être, et on a conscience d'avoir conscience d'être. Du coup, on prend beaucoup de liberté. Par exemple, dans la vie animale, si vous naissez estropié, vous êtes foutu. Immédiatement, l'animal plus fort que vous va vous détruire ou vous dévorer. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, comme on dit. Tandis que nous, non. Nous, on fait attention. Plus la civilisation avance, plus on préserve. Moi, j'ai travaillé avec un pianiste aveugle, pour ceux qui ont été au Parvis il y a très longtemps, ils l'ont sans doute vu, Paul Castagnier, qui était un pianiste de génie, et un homme absolument, et un ami merveilleux, et une intelligence vraiment hors du commun, mais sans aller jusque-là. Mozart, Homère, je sais pas, était aveugle, Mozart n'était pas en bonne santé, vous voyez, Molière meurt très jeune, enfin, il y a beaucoup d'exemples de génies qui nous ont apporté des choses tellement de joie, tellement
vraiment comment dire, qui nous ont rendus intelligents, vous voyez. Et ce sont des personnes qui, dans un ordre animal, seraient mortes, n'auraient pas vécu. Donc, cette civilisation qui valorise la pensée, l'intelligence, la valeur humaine, j'y tiens beaucoup. Et je l'oppose dans ce livre au naturalisme, c'est-à-dire à ce désir bizarre qu'ont les gens d'être conformes à la nature. Non, on n'a pas à être conforme à ce qu'on pense être la nature. D'ailleurs, je pense que ça n'existe pas, la nature. Quelque chose me disait qu'on allait parler d'écologie avec vous. On s'interroge aussi, alors ce livre il date de 2007, ce que vous me disiez, sur le début des temps obscurs. On parle de temps obscurs, on voit que l'ambiance n'est pas forcément folichonne tout le temps. Et à quand ça remonte? Il y a eu une scission dans la population française avec la Manif pour tous. C'était 2013, c'est un vrai marqueur, milestone, comme ils disent les Britanniques. Il y a eu des scissions, il y a eu des temps obscurs, hélas, à toutes les époques, et parfois des temps obscurs qui ont duré longtemps. Par exemple, il y a un XIIIe siècle en France médiévale qui est plutôt un temps éclairé, qui est une espèce de pré-lumière, on en parle souvent dans ces termes-là, mais après, 14e, 15e, c'est une catastrophe, ça retombe dans l'obscurantisme le plus brutal, et après il y a la Renaissance, bon voilà. Mais je pense que pour nous, notamment en Europe occidentale, dans cette civilisation européenne qu'on aime, parce que finalement on en est le produit et les acteurs à la fois, c'est une civilisation du droit, où l'autre est important, la prise en considération de la vie de l'autre, des libertés, même si c'était des longs combats. Je pense qu'il y a un moment capital dans notre histoire, dont on n'est pas encore très bien remis. C'est la place, ça touche à la place de ce qu'on appelle les intellectuels. Vous savez que le mot intellectuel a été inventé par Clémenceau pour désigner Zola dans l'affaire Dreyfus. Avant, on ne disait pas intellectuel, on disait un philosophe, un écrivain, un artiste, un penseur. Mais le mot intellectuel pour désigner le créateur engagé, a été donc inventé par Clémenceau pour Zola. Et bizarrement, je pense que Zola, qui meurt au début du XXe siècle, incarne presque la fin, la fin d'un cycle d'intellectuels. Alors bon, il y en a à toutes les époques, dans l'époque antique, les philosophes présocratiques, il y a tout quand même ça, des intellectuels après Platon, etc., Socrate, tout ce que vous voulez, les poètes, les écrivains, les chroniqueurs médiévaux, et puis des grandes figures. Alors ils ont un point commun, tous, ce qui reste là, c'est la liberté. Si vous voulez, ils savent penser qu'entre eux-mêmes, et ils disent au mieux, en essayant de ne pas se faire écraser par le système, comme Montaigne, ou comme Spinoza, ou Shakespeare, tous ces grands esprits très libres, comment vous dire, ils ont cette incroyable liberté. Moi, j'ai travaillé avec des gens dont j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que j'ai longtemps travaillé avec Cabu, avec des gens comme ça. Alors, c'est un autre domaine, mais ce qui les définissait, c'était cette liberté impossible à contenir, alors qu'ils utilisent de façon très fine et très amusante et très parfois prudente pour pas foutre le feu partout, mais en attendant, ils l'expriment, quoi qu'il arrive, ils expriment cette liberté. Et quand Zola arrive dans l'affaire Dreyfus, il est héroïque, non pas tant parce qu'il se bat contre le camp d'en face, mais aussi contre son propre camp. Et c'est pour ça qu'il est héroïque, il pense librement. Et c'est le cas des grands intellectuels, donc Voltaire ou les grands écrivains du 19e siècle, Balzac, Hugo évidemment, tout ça. Et arrive la guerre 14. Et il se passe quelque chose dans la civilisation occidentale, de l'Europe de l'Ouest, de très important. Là, il y a une rupture. Je pense qu'on rentre dans un problème. Alors la guerre, évidemment, c'est un effondrement des valeurs européennes, c'est un premier effondrement de l'Europe, et il y a la prise du pouvoir en 17 à Pétrograd par Lénine, et dans les 5 ans qui suivent, la prise du pouvoir en Italie par Mussolini, par les fascistes.
Et ces deux événements vont changer complètement la posture des intellectuels, des artistes, qu'on appelait autrefois les clercs, hein, les clercs, c'est-à-dire les intellectuels. Bon. Ça va complètement changer leur posture. Parce que, au lieu d'exercer tout le temps, malgré tout, contre vents et marées, leur liberté, ils vont adhérer soit à cette nouvelle idéologie qu'est le fascisme, soit au communisme. Et parfois aux deux, à la fois. On a beaucoup oublié cette histoire, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a réécrit un peu tout ça, mais souvent, ils ont fait partie de l'un et de l'autre, et parfois des deux en même temps. Il ne faut pas oublier que Mussolini sortait des rangs du socialisme, et dans la collaboration, on a bien vu des gens comme Doriot, etc., qui venaient de l'extrême gauche. Enfin, alors, donc, du coup, vous faites remonter le temps obscur au début du XXe. Oui, parce qu'on a perdu. Septembre, oui, parce que nos intellectuels dominants, ceux qui prescrivent, ceux qui forment l'université, ceux qui forment après les hommes politiques, les journalistes, les écrivains, enfin, eh bien, ils ont adhéré au lieu d'exercer la liberté. Et ils ont menti sur la réalité, alors que leur travail, c'est de travailler sur le réel. Ils ont nié la réalité, notamment la réalité pendant des années, de l'horreur de ce qui se passait en Allemagne, mais aussi de ce qui se passait en Union soviétique. Ils savaient, ils ont tous fait le voyage pratiquement, ils ont rencontré Staline, et ils se sont tus quand, après la Seconde Guerre mondiale, pourtant ça aurait dû changer les choses, ça n'a rien changé. Après, il y a eu le procès des blouses blanches, c'est-à-dire un antisémitisme d'État qui s'est redéchaîné en Union soviétique. Ils savaient, nos intellectuels français, toute la galaxie sartrienne, savaient, ils se sont tus. Ils se sont tus. Vous voyez, donc ça a été notre problème. Ceux qui devaient nous allumer la lumière pour qu'on comprenne le monde, pour qu'on saisisse quelque chose, pour qu'on puisse faire fructifier nos libertés, pour qu'on puisse continuer à faire prospérer cette civilisation du respect de l'autre. Ils ont menti. Ils ont participé, au contraire, ils ont participé, comment dire, à une espèce d'endoctrinement. Vous voyez, il y a quelque chose dont on souffre encore aujourd'hui. On paye avec toutes les qualités, si vous voulez, d'Aragon, toutes les qualités de Sartre, le talent qu'ils avaient. Néanmoins, ils ont continué ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont tus. D'ailleurs, pendant la guerre, ils ont été assez nombreux à être soit planqués, soit bons. Et vous voyez, ils n'étaient pas nets. Ils se sont redéployés après, politiquement, leur engagement s'est redéployé pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, pas que pour des bonnes raisons. Parce que c'était plus facile de critiquer l'État français, même si l'État français avait des torts, mais sous De Gaulle, que critiquer les nazis sous l'occupation. C'était pas le même risque physique. Donc, on a eu un vrai problème. Nous, on a un vrai problème. Parce que dans nos universités, dans nos écoles, aujourd'hui, on paye quand on voit le mouvement woke, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des déclinaisons, des avatars de ce renoncement à la considération du réel qui est l'honneur, normalement, des intellectuels. Et déjà, en 1927, Julien Binda a écrit un livre qui s'appelle « La trahison des clercs » pour dénoncer ça, en 27. Je crois que c'est en 27, je ne suis pas sûr de la date, on va vérifier. Pas assez travaillé, manifestement. Mais en 45, Binda réécrit sa préface et modifie son livre pour approfondir sa critique de la trahison des clercs. Je pense que notre pays aujourd'hui souffre de la trahison des clercs. C'est un de ses principaux problèmes. Alors, au-delà... Je vous laisse être applaudi. Aujourd'hui, les intellectuels, on les entend un peu moins parce qu'il y a d'autres caisses de résonance qui écrasent un petit peu tous les discours. Moi, je voulais vous entendre sur les réseaux sociaux. Alors, on a parlé du début du XXe, de la montée des périls des années 60, 70. Là, on est en 2021. Aujourd'hui, le péril peut-être le majeur, ce sont les réseaux sociaux. En tout cas, ça paraît être le péril majeur. Pour le vivre ensemble. Oui, je pense que c'est le cas. Mais je voudrais juste pour mettre un petit bémol quand même dans ce que je viens de dire, c'est qu'il y a des intellectuels formidables
qui ont existé après la guerre. Simplement, ils ont été marginalisés dans l'université. Je veux parler de Vladimir Jankélévitch, de Camus, de Clément Rosset, qui ont continué très librement leur travail de philosophe, mais qui ont été très marginalisés dans l'exercice. Et puis, vous vous rendez compte que Jankélévitch, il a été connu grâce à Pivot. Normalement, c'est... moi, tant mieux, je rends grâce à Pivot, hein, mais normalement, il aurait dû être par la grande critique. Vous voyez, bon. Ouais. Je reviens donc aux réseaux sociaux. Donc, alors, le problème des réseaux sociaux, on a vu arriver ça, on l'a vu populariser, les réseaux sociaux, en gros, à partir de 2010, quoi, avec Twitter, à peu près... Ça, déjà, il y avait un problème avec les sites. Je pense que les blogs, ça posait un problème. Bon, mais les réseaux sociaux, première chose, je pense que ce qui fait... Par exemple, Paul Valéry disait que les civilisations sont mortelles, donc on se souvient tous de cette phrase de Valéry. Bon. C'est vrai, sauf que la civilisation européenne, c'est-à-dire celle qui travaille sur les idées... Enfin, c'est une civilisation qui travaille sur certaines idées, qui sont développées, notées, écrites, débattues dès pratiquement Homère, c'est-à-dire 7 siècles avant Jésus-Christ, mais après, chez les philosophes du 5e siècle, du siècle de Périclès. Donc, c'est la même civilisation, puisqu'au Moyen-Âge, on continue à étudier Aristote dans les... Cette civilisation connaît des crises, évidemment, la chute de l'Empire romain, les invasions barbares, les guerres de religion, mais elle est toujours là. C'est toujours elle. Le code génétique de cette civilisation de l'Europe de l'Ouest, il est toujours le même. C'est-à-dire que, contrairement à la civilisation égyptienne ou mésopotamienne, qui étaient vraisemblablement des civilisations totalitaires, parce que vous voyez, par exemple, les Égyptiens, ils font des pyramides 3000 ans plus tard, ils font les mêmes. Donc il y a un petit problème d'immobilisme. Vous voyez, nous, quand on regarde une maison au 19e siècle et une maison construite, enfin, ou n'importe quoi, la médecine, les vaccins. Ici, hein, voilà. Donc, pourquoi cette civilisation d'Europe de l'Ouest, elle survit? Pourquoi elle remonte toujours comme un bouchon? Pourquoi Qu'est-ce qui fait que, contrairement aux autres, elle ne meurt pas? Parce que, enfin, vous croyez en l'Europe? Mon hypothèse, enfin en tous les cas, je crois en cette pensée-là. Mon hypothèse, c'est que sans cesse, quand on lit les textes, les débats, avec des moments tragiques évidemment, mais et même à travers les religions qui la forment, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme et la philosophie grecque, parce que c'est ça l'Europe, c'est un mélange de la pensée juive et de la pensée grecque. Ce n'est que ça l'Europe. Et donc quand on regarde ça, on se rend compte qu'il y a un souci de l'autre tout le temps. L'autre, sans cesse, la réalité du corps de l'autre, son système nerveux souffrant, possiblement souffrant et possiblement heureux, est une question permanente que se pose la philosophie qui anime cette civilisation, qui irrigue cette civilisation. L'autre, c'est moi c'est l'autre. Il y a un souci de rendre réel, de faire surgir dans une perception forte la réalité du corps de l'autre, de l'existence de l'autre. C'est une question permanente, contrairement aux pays totalitaires où l'individu est un truc qui fait marcher les systèmes. Donc, et ça disparaît. Je pense que c'est ce qui fait que la civilisation européenne ne meurt pas. C'est qu'elle est sans cesse soucieuse du corps de l'autre. Et l'un et l'autre sont liés par un principe qui veut que on considère l'autre comme une réalité physique, une réalité sensible. Or, évidemment, cette philosophie est battue en brèche par plein de trucs, les idéologies totalitaires, etc. Mais elle en renaît tout le temps. Or, ce qui nous arrive pour la première fois dans notre histoire, depuis Homère, pour la première fois, il y a un outil industriel qui s'appelle les réseaux sociaux, dans lequel tout le monde se précipite et qui déréalise l'autre, qui enlève toute réalité au corps de l'autre. Derrière l'écran, l'autre est virtuel. C'est la raison, par exemple, dans l'affaire Mila, que j'ai suivie de près, puisque Richard Malka, qui est mon avocat, a été l'avocat de Mila aussi, et évidemment. Donc, et puis on a tous suivi de près cette affaire, parce qu'elle est évidemment très intéressante. Les accusés à la barre
il disait ah bah, je savais pas que c'était grave de dire faut la violer, faut lui couper la tête, il faut l'égorger. Je savais pas que c'était grave. Il Et pensait vous voyez pas que le les mots pire, avaient un sens. et le pire, c'est qu'ils étaient sincères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient derrière leur écran. Et derrière l'écran, l'autre n'a plus de réalité. Et notre civilisation européenne est menacée par cette déréalisation de l'autre. Parce que c'est le même principe que le terroriste. Le terroriste qui descend vers la République à Paris et qui balaye à coups de mitraillette des terrasses de café, vous croyez qu'il voit des gens réels? Évidemment non. Les gens qui tuent sont virtuels. Sauf que non, ils sont pas virtuels. Ils sont vraiment morts et c'est des vraies personnes. Mais dans sa tête, non. Les terroristes sont des gens. Ils vivent dans un réseau social, les terroristes. Il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux. Et le problème fondamental, c'est que ça déréalise l'individu dans une société qui, au contraire, considère que l'autre est réel en permanence. Donc, moi, personnellement, je suis pour l'interdiction des réseaux sociaux, dont je sais que c'est scandaleux de dire ça. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé une solution... Vous ne m'attendez pas à une telle conclusion? Non, Il y a possibilité de réguler, peut-être? Oui, on peut peut-être réguler, mais vous Il savez qu'un faut que enfant... les réseaux sociaux intègrent l'état de droit. On ne peut pas laisser pousser une jungle à côté de l'état de droit et à l'intérieur de l'état de droit. On ne peut pas faire cohabiter la jungle et l'état de droit. C'est impossible. Ça a des conséquences catastrophiques. Catastrophiques. Vous avez un enfant de 13 ans qui écrit des bêtises sur TikTok. En plus, TikTok appartient aux Chinois. Vous faites confiance à Xi Jinping pour les données personnelles? Vous voyez? Là où il rentre chez les gens pour savoir, c'est les gens qui crient contre la liberté bafouée avec le pass sanitaire sont des délirants parce que là-bas en Chine, oui, mais ici non. Bon. Mais, ils embarquent les gens, ils tuent leurs animaux domestiques. Enfin, vous voyez, c'est quand même un autre monde. Bon. Et il tient ça grâce aussi. C'est Mao plus le numérique. C'est plus le pouvoir numérique. C'est Mao plus les réseaux sociaux de Xi Jinping. Et donc, votre gosse, il est sur TikTok, il dit des bêtises comme disent tous les enfants. Parce que les enfants, bon, ça dit des bêtises. Et les adultes aussi. Hein, bon, mais ça, c'est sûr. Bon. Mais on ne peut pas effacer cette mémoire. Elle est ineffaçable. Donc, quand il aura 30 ans, 35 ans, qui voudrait être maire de Pau, ou je sais pas quoi, ou même un emploi dans une entreprise, ou un truc un peu public, il va se présenter. Dans les 2 jours qui vont suivre, il y a les bêtises qu'il aura dites quand il avait 14 ans, qui trouve lui-même complètement débile. Mais il est mort. Ça sera à la une du Monde et de Mediapart. Et il est foutu. Sa carrière est morte. Donc, si on n'interdit pas à nos enfants, à moins de 18 ans, d'utiliser ces trucs-là, on met en péril leur virginité numérique. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prescription. C'est pire que la pire des lois fascistes. Il n'y a pas de prescription. Voyez, et on ne peut pas laisser nos enfants s'embarquer dans un processus pareil où les propos qu'ils ont tenus à 14 ans ne seront pas prescrits quand ils auront 40 ans. C'est d'un danger mortel pour eux. Donc déjà, interdire aux moins de 18 ans. Ensuite, les gens s'informent. C'est à ça que vous vouliez que je vienne là-dessus. Entre autres, oui, absolument. Donc, je vois qu'il reste 20 minutes et comme on a fait tout le XXe siècle, en gros, les gens s'informent sur les réseaux sociaux. Allez-y. Sur la presse, peut-être. Oui, c'est ça. Voilà. Allez-y. Les gens s'informent sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Donc, ils s'informent sur des choses pour lesquelles ils veulent être informés. Donc, ils ne sont pas surpris. Ils vont chercher ce qu'ils cherchent. Ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Or, la culture, ça marche autrement. La culture, c'est trouver ce qu'on ne cherche pas. C'est la surprise. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer, par exemple, moi, si je suis complotiste, je vais aller chercher des propos complotistes. Vous voyez? Je vais aller chercher... bon. Et donc, non seulement on s'informe n'importe comment, c'est pas vérifié, mais ça assèche le marché publicitaire de la presse. Alors peut-être que vous voulez qu'on parle de la presse après. Bon, on peut y aller maintenant parce que c'est une concurrence en réalité pour la presse. Moi, je suis dans la presse régionale et je vois bien la concurrence d'information. Et même quand vous parliez des antipasses sanitaires, mais c'est vrai que c'est une vraie concurrence. C'est-à-dire que les gens n'achètent plus la presse et on peut s'inquiéter de savoir qui paiera pour la presse dans 10 ans. Voilà. Le marché publicitaire est asséché par les GAFAM, par les réseaux sociaux.
Et ensuite, les gens s'informent n'importe comment, bien évidemment. On ne s'informe pas sur Facebook. Le travail des journalistes, pour critiquables qu'ils puissent être, et Dieu sait s'il faut le critiquer. Le problème, c'est que généralement, il n'y a que la presse qui peut critiquer la presse. Donc, c'est un média mal c'est mal critiqué. Mais néanmoins, en attendant, on a besoin de la presse. Avec tous ses défauts, on a besoin de la presse. Parce que je peux vous dire qu'on lise Sud-Ouest ou Le Monde, qui n'a pas toute ma sympathie, loin de là, mais des journaux, enfin bon, après c'est les affinités de chacun. Il y a des bons journalistes dans pratiquement toutes les rédactions. Au Monde, comme au Parisien, comme à Sud-Ouest, comme à France Inter, dans toutes les rédactions, il y a des très bons journalistes. Ils sont un peu encore le surmoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre dans un journal de dire n'importe quoi, parce que c'est sanctionné. Très vite, très vite. Donc, la démocratie, ce régime dans lequel on vit notre aventure personnelle au mieux du monde possible. Vous voyez, chacun peut expérimenter comme il veut, en gros, sa liberté, dans la limite, comme on dit, de la liberté de l'autre. Bon. Et bien, elle a besoin, pour fonctionner, d'être irriguée par l'information, évidemment, et par une information, si possible, fiable. Et cette information fiable, jusqu'à maintenant, c'est les médias de flux, c'est-à-dire la télé, bonne ou mauvaise, mais la télé, et les journaux papier ou leur déclinaison Internet, et encore déclinaison Internet, il y aurait parfois à dire. Bon. Mais on a besoin, sinon on est foutu. Cette liberté de la presse, vous savez, la Révolution française, c'est 1789. Il y a vraiment des périodes, comme vous le savez tous, très bizarres. Il y a des changements de régime successifs avant que la France devienne une démocratie moderne. Et donc, il faut un siècle, si vous voulez, pour arriver en 1881. 1881, c'est les lois sur la presse. Et à partir du moment où ces lois sur la presse sont votées au Parlement, la France devient une démocratie. C'est vraiment le signe, c'est le marqueur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de notre philosophie politique? Je n'allais pas dire système, parce que ce n'est même pas un système. Une démocratie, c'est quelque chose que vous inventez comme tous les jours. On est tous participants de cette démocratie parlementaire, représentative. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas la presse, si on n'a pas les... Donc, le fait qu'on regarde couler le Titanic sans se demander ni par quoi il va être remplacé ou comment on pourrait le sauver est quand même un des points les plus effrayants de notre époque. On a besoin de l'information. Et on a besoin de se régaler même avec l'information. Parce qu'au fond, que ça soit tragique ou comique, finalement, il y a quand même un plaisir à lire les journaux, à prendre connaissance de ce qui se passe autour de nous, dans le monde. Enfin, c'est une gourmandise qu'on devrait cultiver chez les enfants. On leur apprend beaucoup aujourd'hui à déguster la gastronomie locale, etc., les légumes quand ils ont du goût, etc. C'est formidable, je suis pour, bien sûr. Mais aussi, on devrait leur apprendre à déguster le réel. La réalité, l'information qui circule devrait être une gourmandise. Parce qu'on ne fait rien par obligation, on fait tout par désir au fond. Mais le désir, ça s'éveille, il faudrait éveiller. Évidemment, je n'ai pas de solution pour la presse, mais il va falloir en trouver une, parce qu'elle est indispensable. Philippe, je crois qu'on s'est fait avoir, le temps passe vraiment beaucoup trop vite, donc je pense que le chrono est truqué. D'accord. Donc, j'avais plein de questions à vous poser, et je vais vous proposer un défi. Je vais vous dire 3 mots, et vous avez 5 minutes, pas plus. Ok. Donc... Zemmour. Alors, ça va Attendez. Il faut que je dise les 3. Ouais. Zemmour, l'écologie naturaliste et le néo-féminisme. Ok. Alors, Zemmour, je vais gagner du temps avec Zemmour, on va le faire en 30 secondes. Alors, évidemment, Zemmour... Vous le connaissez bien. C'est pour ça que je vous le demande. Oui. Pardon ? Non, mais ça se passe. Non, mais vraiment, c'est extrêmement agréable. On a travaillé ensemble et vraiment, c'était formidable. On a bien. Il n'y a pas de problème. Et aucun problème. Et Zemmour, en quelques secondes, je vais vous dire, quand il dit Pétain a protégé les Juifs de France, c'est une façon de dire. En réalité, historiquement, c'est du délire. Bon, ensuite, quand il dit en gros, il m'a interviewé un jour pour un livre que j'avais fait.
il m'interviewe, il me dit, mais dans ce livre, il était question au moment de l'affaire Dreyfus. Il me dit, l'affaire Dreyfus, en gros, c'est une manipulation pour discréditer l'armée française. Bon, ok. Deuxième chose. Nous, on vit sur l'affaire Dreyfus. Enfin, les partis politiques, les oppositions, les familles politiques, chez nous en France, se sont dessinées à partir de l'affaire Dreyfus. C'est fondateur, pour beaucoup d'entre nous même, c'est fondateur de notre pensée personnelle, de nos opinions personnelles. Enfin, moi, c'est mon cas. Quand j'avais 14 ans, j'étais fou de Zola et j'ai découvert l'affaire Dreyfus. Ça a changé ma vision du monde, si vous voulez, l'affaire Dreyfus. Or, il n'y a plus rien à apprendre de l'affaire Dreyfus. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de zone d'ombre. On sait tout de l'affaire Dreyfus. Il n'y a pas de débat sur l'affaire Dreyfus. C'est un fait établi. Bien. Déjà ça, le fait qu'ils contestent l'affaire Dreyfus en 2021, le fait qu'ils disent Pétain a protégé les Juifs de France, ça aurait dû le sortir du débat de la crédibilité médiatique et politique. Terminé, ça ne veut plus rien dire. Après, on a le droit d'avoir des idées de droite, on a le droit d'avoir des idées de gauche, mais ça discrédite à tout jamais. Ensuite, bizarrement, ça ne l'a pas discrédité. On a continué à lui poser des questions et à l'interviewer comme si c'était quelqu'un qui reconnaissait les choses, la réalité des choses, sur des sujets quand même vraiment très graves. Parce qu'on ne va pas parler de l'antisémitisme ici, mais la longue histoire de l'antisémitisme constitue quelque chose dans notre histoire de très important. Et la troisième chose, c'est quand il arrive au Bataclan, une fois de plus, qu'on ait de la sympathie ou non pour le président Hollande, n'est absolument pas la question. Quand il dit que Hollande a sacrifié la vie de citoyens français, enfin, c'est impossible de dire une chose pareille. On ne peut pas accuser une personne humaine de ça. Surtout pas François Hollande, Manuel Valls et Cazeneuve, qui sont des personnes dont l'honnêteté n'a jamais été prise en défaut. Enfin, ce sont des gens respectables, même si on ne partage pas leurs idées. Une fois de plus, ça n'est pas la question. On ne fait pas ça. Ça devrait le discréditer, là aussi, à tout jamais. Mais il semblerait que ça soit le cas. Je vous annonce un miracle de la technique. Alors, pardon, madame, mais le chrono a augmenté. C'est-à-dire qu'on a encore un peu plus de chance. Ah, c'est génial. Voilà. Bon, non, mais vous voyez, heureusement, ça... additionné au reste, ça l'a sorti, ça l'a fait stopper dans son ascension. Et apparemment, parce que les gens ne sont pas idiots, il faut toujours faire confiance dans les gens. Sinon, il ne faut pas faire de métier public. Et j'arrive pas à croire que Zemmour peut monter au-delà de ceci, cela. Bon. Et là, il semble que ces trois choses aient fini, accumulées l'une et l'autre, aux autres, ont stoppé son ascension. Aujourd'hui, pour aller au deuxième tour, il faut 16%. Zemmour, il peut les faire, non ? Oui, mais bon, je pense qu'il faut faire... Je ne suis pas sûr qu'il y a. Et puis s'il y va, il perdra. Et puis c'est tout. Allez, deux autres mots, donc. Je voulais vous entendre sur l'écologie, parce que vous en parlez beaucoup dans vos chroniques sur Europe 1. Vous opposez deux écologies. Deux luttes pour l'environnement qui racontent aussi le rapport à l'homme et à la nature de chacun des deux partis. Allez-y. Ça recoupe ce que je disais à propos des intellectuels qui ont la trahison des clercs. Ça recoupe ça. Alors, on n'aura pas le temps d'analyser point par point comment ça recoupe, mais moi, j'ai beaucoup regardé de près et même agi. Les leaders de l'écologie, où certains ont été des copains, des amis, des copines comme Dominique Voynet. Et j'ai vu tout ça démarrer tout petit dans les années 70, avec toujours à la fois quelque chose d'ambivalent. Je me dis, mais c'est nécessaire, ce discours sur la qualité de l'environnement et de lutter contre la dégradation. La dégradation et la laideur aussi, parce qu'on a fait des choses très moches. Et voilà, et les océans, l'air, tout ça. Bon. Et en même temps, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Dans le discours, il y a quelque chose qui me déplaît. J'ai toujours trouvé ridicule le truc du retour à la Terre. Puis, alors, j'aime pas Jean-Jacques Rousseau. Bon, voilà, je l'ai dit. Bon. Donc, alors, il écrit très bien. Et puis c'est un penseur des Lumières, sauf que c'est un anti-Lumière, à mon sens. Et pourquoi ? Parce qu'il réintroduit la nature comme modèle. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est la base de toutes les religions.
D'ailleurs, si Robespierre, quelques années plus tard, pendant la Révolution française, quand Robespierre arrive au pouvoir, veut rétablir le culte de l'être suprême, d'abord il adule Rousseau, qui est mort depuis 15 ans à peu près, mais à ce moment-là, mais il l'a rencontré. Quand il était jeune avocat à Arras, il a fait le voyage pour aller, qui n'était pas très loin d'ailleurs, bref, je ne me rappelle plus du nom, Ermenonville, je ne sais plus où. Enfin, hein, moi, je sais plus où. Non, pas du tout. Enfin, qu'importe, on s'en fout, c'est pas loin. Nord de Paris, c'est au nord de Paris. Là où Rousseau avait, voilà, et il a rencontré son idole. C'est comme un enfant qui va voir son chanteur préféré. Bon, et donc quand il prend le pouvoir, il veut rétablir le culte de l'être suprême, qui est une forme d'application des idées rousseauistes. La nature, c'est le premier Dieu. Dans les religions animistes. Ensuite, ça s'incarne dans d'autres divinités, et c'est plus l'animisme à proprement parler, mais en réalité, dans toute religion, il y a un animisme, c'est-à-dire un culte de la nature auquel on prête des lois, une volonté, un désir, un but, tout ce que Darwin a fait exploser. Hein. Bon, évidemment, c'est en ce sens que la nature, en tant qu'elle a un but, elle n'existe pas. Elle n'a pas de loi, elle n'a rien à nous dire, il n'en découle aucune morale. On doit faire avec. Vous voyez ce que je veux dire? On fait avec la nature. On parlait hier soir de navigation, auquel je ne connais rien, mais on fait avec ce qu'elle est. Et c'était très, très passionnant, parce que... Or, cette nature n'a rien d'autre à nous dire que de faire « Ah !» et de dire « Elle existe, elle est là, nous aussi, on est en vie, c'est un étonnement, et il faut se débrouiller avec. » Et penser que la nature a un sens, alors qu'elle n'en a pas, puisque c'est le fruit du hasard sur le temps long, la nature, ce n'est que ça, penser qu'elle a un sens, en faire découler une morale, c'est ce qu'ont fait à peu près tous les idéologues, religieux ou non, y compris jusqu'au communisme d'une certaine façon. Et là, il y a une trahison, une fois de plus, des clercs, parce qu'ils ont laissé se développer un discours écologiste, qui laisse dire des choses. Ils sont les prêtres d'une nature qui a quelque chose à dire. Mais la nature n'a rien à dire, une fois de plus. Ils sont comme des prêtres. J'écoutais Jadot hier soir encore, et pourtant, c'est le moins allumé encore de la troupe. Mais bon... oui, c'est pas Sandrine Rousseau, par exemple. Vous voyez, c'est fou, quoi. C'est des gens, ils sont dans un truc médiéval, avec une peur des OGM, des machins, parce que toucher la vie, la peur de trucs, des médicaments, parce que c'est pas naturel. Mais tout est naturel. Il n'y a rien qui ne soit pas dans la nature, y compris ce haut-parleur, tout ça, c'est le produit de ce qu'on est, c'est la nature. Il n'y a pas une frontière entre une table en plastique et un arbre et un animal qui court. Tout ça, c'est la nature. Ou alors, rien n'est nature, ou tout est nature. Mais on ne peut pas opposer quelque chose, c'est impossible. La frontière, c'est l'intervention de l'homme. Mais l'intervention de l'homme, c'est la nature aussi. Oui, mais on ne vient pas de la planète Mars, ou d'une autre galaxie, ou d'un autre univers. Il n'y a pas un autre univers. Derrière la réalité, il n'y a rien. Mais vous opposez cette écologie naturaliste. L'écologie naturaliste débouche sur une sorte de totalitarisme débile. On le voit dans la circulation des rues à Paris. Mais bon, ça, on est plus tranquille à Pau. Mais encore, là, c'est des petits bouts de pouvoir. Mais au nom de ça, ils sont prêts à nous pourrir la vie surtout. Et surtout, à punir l'homme. D'être celui qui dégrade la nature. C'est Greta Thunberg, mais la pauvre enfant, elle a 15 ans, donc on ne peut pas l'accabler. Ça fait 10 ans qu'elle a 15 ans. Mais à 15 ans, ne pas sourire à ce point-là, quand même, c'est un danger. Enfin, parce que, quand même, à 15 ans, si on ne sourit pas, quand est-ce qu'on sourira? Bon, enfin bon. Donc pour vous, je pense que on peut pas laisser une idéologie dire aux enfants, dans 20 ans, c'est la fin du monde. C'est un crime. Il faut dire aux enfants, l'écologie, c'est une aventure humaine. Et il y a des problèmes, on va les régler, mais ça fait partie de l'aventure. C'est enthousiasmant. On ne doit pas déprimer les enfants. Mais de quel droit on déprime les enfants? De quel droit on leur dit que la vie est finie? De quel droit on leur dit que c'est la fin du monde? Mais ça devrait. Mais c'est scandaleux. Vous vous rendez compte? Quand on y réfléchit, on est devant des réalités dont on ne mesure pas l'imbécilité, la folie. Vous voyez, et la violence. On parle maintenant d'éco-anxiété chez les enfants. Mais alors arrêtez vos conneries. Arrêtez de dire n'importe quoi. Donc, il y a une écologie naturaliste qui est mortifère,
qui est morbide et une écologie scientifique qu'il faut promouvoir grâce à la science, grâce au progrès, grâce à l'aventure de la connaissance, grâce à notre engagement personnel. On peut régler des problèmes climatique, on va régler des problèmes écologiques, des problèmes d'air, d'eau. Attendez, mais il y a quand même, il y a eu la COP26, donc cette écologie scientifique, universaliste, où tout le monde se rassemble et prend des belles décisions. Ça rime à rien. C'est pour ça, elle marche pas. Parce qu'elle est cernée par l'écologie naturaliste, qui l'oblige à des. Enfin, déjà, les hommes politiques et les femmes politiques. Mais les efforts ne sont pas suffisants. Les efforts ne sont pas suffisants, mais si on développait l'idée selon laquelle il y a une écologie scientifique, culturaliste et non pas naturaliste, parce que j'oppose culturaliste et naturaliste, notre civilisation européenne est une civilisation culturaliste et plutôt antinaturaliste. Et il n'y a pas de... Si on développait l'idée, si on ouvrait le débat aujourd'hui de la nécessité d'une écologie culturaliste et scientifique, et qui s'oppose à l'écologie naturaliste, si on ouvrait ce débat-là, on gagnerait beaucoup de temps. Moi, je pense que c'est un des grands débats à ouvrir aujourd'hui. On doit commencer à discuter de ces deux écologies. Il y en a une écologie qui nous sauve et une écologie qui nous emmerde. Vous voyez, parce qu'elle ne pense qu'à nous punir. Déjà dans Platon, dans Pline l'Ancien, on trouve des textes où on dit c'est plus possible. Vous voyez, Pline l'Ancien, c'est 2 ou 3e siècle à peu près. Hein. C'est au moment où le Vésuve recouvre Pompéi. C'est cette époque-là. Bon, donc ça fait un bail. Et dans Pline l'Ancien, il ne veut pas qu'on aille toucher au glacier parce que ça va foutre la planète en l'air et l'homme dégrade la nature et ça ne peut pas durer parce qu'on prenait des blocs de glace, on les enterrait pour avoir des boissons fraîches l'été. Bon. Donc, et lui, il trouvait que c'était la fin du monde, vous voyez, déjà à l'époque. Donc c'est une idéologie. Et cette idéologie, je pense qu'il faut la combattre pour faire de l'écologie. Vous voyez, par exemple, les OGM, évidemment que des plantes qui ont besoin de beaucoup moins d'eau pour nourrir les gens sainement, c'est nécessaire. Il faut laisser les chercheurs chercher, c'est dur à dire. Un chasseur chasser sans son chien, bon. C'est vrai que vous êtes encore artiste, hein, ça il faut encourager cette écologie et ouvrir le débat. Il faut commencer la confrontation très vite entre l'écologie culturaliste et scientifique et l'écologie naturaliste qui est une fable. Voilà. Alors, vu ce que vous avez dit sur Greta Thunberg et Sandrine Rousseau, j'ose à peine vous reposer la question du féminisme. On peut y aller quand même, mais dites-moi, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est né depuis 5 ans, on va dire, qui était nécessaire à la transformation de la société, le mouvement MeToo. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il est allé trop loin, ce mouvement ? Est-ce qu'il y a des dérives ? Comment vous jugez aujourd'hui le féminisme de 2021 ? Alors, moi, je suis un enfant d'Elisabeth Badinter, que j'aime beaucoup, et voilà. Et comment dire, j'ai toujours suivi, quand j'étais gosse, enfin, un gosse, non, mais un peu plus... Le féminisme, j'étais dans un milieu un peu libertaire, de gauche libertaire, vous voyez, bon, voilà, on aimait, mais enfin c'est une gauche, c'était une façon de vouloir être libre comme dans les chansons de Brassens, c'était pas très idéologique, vous voyez, c'était plutôt Brassens que Marx, vous voyez, et c'est une gauche de music hall, quoi, voilà. Très bien, c'est à la gauche de la music hall. Celle que j'aime toujours tendrement d'ailleurs. Et donc, avec mon pianiste, Paul Castagnier, on était féministes, mais on était vraiment pas nombreux. Hein. J'avais des copines qui étaient au MLAC, au mouvement de libération de l'avortement, qui étaient vraiment très radicales, et on était à fond. Voilà. Donc, après avoir été con, j'ai été féministe assez jeune, vous voyez. Et j'ai vite compris qu'on avait tout à gagner, nous, les mecs, parce que dominer, c'est fatigant. C'est des contraintes que vous n'imaginez pas, mesdames. Donc... et ouf, donc... Quel provocateur. Non, mais... Vous savez, alors, je ne sais pas, une fois de plus, ça a guère d'intérêt, mais ma mère, je ne l'ai pas vue beaucoup quand j'étais petit.
est partie très vite, mais c'était une femme qui aurait dû vivre aujourd'hui, parce que elle avait pas enfin bon, le monde n'était pas fait pour elle à ce moment-là. Mais du coup, ma mère a pas vraiment été ma mère. Elle a été. On n'a pas eu de rapport mère-fils quand j'étais petit. C'était une copine. Je la voyais très peu. Quand je la voyais, c'était une bonne copine. Et ça m'a éduqué parce que j'avais confiance en elle. Je pouvais lui dire des tas de trucs que j'aurais jamais pu dire à mes parents, si vous voulez. Bon. Et, et, et j'ai gardé après. Je pense que c'est pour ça que quand le mouvement féministe est né dans les années 70 très, très fort, ça m'a semblé une évidence. Parce que j'avais des copines, enfin des amis, parce qu'au fond, tout repose sur des relations personnelles aussi. On n'a pas, les idées sont pas des trucs abstraits. On aime un mouvement parce qu'on aime des gens qui sont dedans, des personnes, des vraies personnes, pas simplement des idées. Et voilà, ce féminisme universaliste a gagné des choses formidables, évidemment, parce que la pilule et la contraception, c'est mon corps m'appartient, ce qui était une grande nouveauté que des femmes réclamaient depuis des siècles et des siècles, avec plus ou moins de bonheur et toujours un échec au bout. Et là, ça a marché, l'égalité des droits, etc. Droits des homosexuels, tout ça, c'est parti. On peut dire aussi avec l'aide puissante de la psychanalyse, même si Freud lui-même était un bourgeois viennois avec des idées réactionnaires parfois, il savait tellement penser contre lui-même que ce qu'il a établi, ce qu'il a construit intellectuellement a rendu possible la libération des femmes. Donc on lui doit aussi beaucoup à lui. Aujourd'hui, évidemment, le néo-féminisme est une catastrophe parce qu'il renvoie les femmes à un ordre naturel. Il essentialise de nouveau les femmes. Les femmes, de quoi elles souffraient? Elles souffraient du fait que les hommes considéraient qu'il y avait un ordre naturel, et dans cet ordre, justement, une fois de plus, et dans cet ordre naturel, la femme qui, à la maison, fait des enfants, fait des enfants, fait des enfants. Et puis, bon, aussi des enfants. Donc... c'était son rôle principal social, et quand elle y dérogeait, elles étaient des exceptions. Et voilà que maintenant, on nous remet cet ordre naturel, ce qui montre que, au fond, le but du néo-féminisme, ce n'est pas la défense des femmes, c'est la défense d'une idéologie. Et comme le but du nouvel antiracisme n'est pas la défense des personnes qui sont discriminées, mais c'est l'expression d'une idéologie, puisque je pense que c'est un nouveau racisme. Et c'est une nouvelle oppression qui se profile pour les femmes si on n'y fait pas attention. On doit tout à la pensée universaliste dans ces domaines-là. Et à partir du moment où elle est contestée ou relativisée, évidemment, on va vers une régression, parce que les droits acquis ne sont jamais solidement acquis. Enfin, vous voyez, il faut toujours la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui se travaille un peu tous les jours, vous voyez, sinon ça dépérit. Hein. La pente naturelle des choses, ça va plutôt vers l'oppression, vers la facilité de l'aliénation. La liberté, c'est toujours l'expression, c'est le courage d'exprimer son désir tous les jours, vous voyez. C'est un petit sursaut, ça s'entretient comme ça. Alors, dans toutes ces positions que vous prenez clairement et tous les jours, j'ai le sentiment que vous avez quand même évolué, parce qu'au départ, vous étiez donc dans la gauche musical, hein, on a compris, et aujourd'hui, vous défendez l'institution, vraiment prioritairement toutes les institutions. Vous avez l'air d'être un petit peu plus conservateur. C'est un gros mot, ou est-ce que vous avez évolué? Je ne défends pas toutes les institutions, mais je pense une grande partie. Il y a des penseurs politiques, hein, Machiavel ou Hobbes, le Léviathan, qui, en gros, à partir du moment où tout est nature ou tout est artifice, l'un ou l'autre, hein, qu'on ne peut pas opposer les deux, nos systèmes politiques sont des inventions, mais qui nous rassemblent. On est d'accord pour que cette invention, qu'au nom de cette invention, on établisse une sorte de contrat entre nous. Si on ne délègue pas, si on trahit ce contrat qui consiste pour le meilleur et pour le pire, quel que soit le régime, d'ailleurs, royauté, tout ce que vous voulez, enfin bon, ou république, ou
je ne sais quoi d'autre. Si dans un premier temps, on ne délègue pas l'exercice de la violence légitime à l'État, sous contrôle, avec des parlements, chez nous avec cette formidable invention qu'est la démocratie représentative, c'est foutu. Si vous voulez, si on ne fait pas ça, c'est la guerre de tous contre tous, parce que le droit imprescriptible, c'est de vivre et de ne pas crever de faim et de pas. Donc, on doit pouvoir voler, on doit pouvoir tuer, on doit pouvoir asservir l'autre pour son propre intérêt. Impunément dans la nature. La nature, c'est la loi, c'est là où, comme le disait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, alors qu'il ne le pensait pas spécialement dans l'ordre qu'il pensait, mais dans la nature, l'homme est un loup pour l'homme, forcément, et il en a le droit, puisque le seul droit qu'on a, c'est vivre, survivre, c'est-à-dire avoir à manger, à boire et se reproduire. Et si on veut que... Dans cette nature, si vous voulez, où tout le monde est de la guerre de tous contre tous, il n'y a pas une seconde de liberté. Il n'y a pas une seconde de liberté parce que chacun est en train de guetter soit ce qui va le bouffer, soit ce qui va bouffer. C'est ou le prédateur ou la proie, et dans cette prédation ou dans la rivalité sexuelle. Donc il n'y a pas une seconde de tranquillité, sauf le sommeil, et d'exercice de la liberté, si vous voulez. On n'écrira jamais Roméo et Juliette, ni Les Femmes savantes, ni Les Misérables, ni les poèmes de Verlaine. On n'a pas le temps. On est dans la lutte de tous contre tous, 24 heures sur 24. Donc, zéro liberté. Pour qu'il y ait liberté, il faut délégation. Et délégation à une institution. Institution la meilleure possible. C'est-à-dire, chez nous, par exemple, la République démocratique avec un Parlement, etc. Et à terme... puisque nous sommes dans un monde où, entre les nations, c'est plutôt la guerre de tous contre tous, on le voit aujourd'hui, qu'à l'intérieur des nations, pour les individus, il y a l'exercice possible de la liberté, mais entre les nations, on voit avec la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, enfin la Biélorussie, vous voyez, maintenant on se bat à coups d'êtres humains, vous voyez, c'est un truc horrible. Bon. Donc là, il faut réussir à créer un rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut construire l'Europe et que je crois aux institutions européennes, même si elles doivent être améliorées, modifiées, discutées en permanence. C'est notre chance, car nous sommes, je pense, une civilisation européenne. Même si nous ne parlons pas la même langue, nous sommes du même berceau intellectuel. Donc nous sommes faits pour nous entendre. Nous sommes solidaires les uns des autres. On va approcher de la fin. Philippe Ball, ces rencontres, ça s'appelle Reconstruire, se reconstruire. On a compris ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous croyez un peu moins. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire aujourd'hui notre société ? Est-ce qu'il faut déjà réarmer les gens, leur redonner des idées ? C'est quoi votre hypothèse ? Est-ce que vous êtes positif ? Moi, je pense qu'on est ce qu'on désire. Nous nous confondons avec ce que nous désirons. Notre identité, moi, les identités, ça me fait toujours un peu frémir. Ce matin, j'avais mal à la tête, par exemple. Bon, j'étais un abruti dans sa chambre qui cherche un dafalgan, si vous voulez. Là, je suis un peu plus réveillé. Demain, je serai autre chose. Je m'en fous de l'identité. On est ce qu'on est au moment où on l'est. Et on l'est le plus sincèrement possible. Mais un jour, on est quelqu'un de bien, un jour un peu moins. Donc l'identité, bon. Mais ce que je pense, c'est qu'on est ce qu'on désire. Et le désir, ça se cultive, ça s'éveille. Donc l'école, c'est décisif. Il faut travailler sur la question de l'école. Il faut réfléchir à la question de l'école. Je n'ai pas toutes les solutions, mais voilà. Il faut, par exemple, je pense qu'il faudrait une matière qui permet d'aller de classe en classe et de monter et de gagner les examens, si vous voulez, qui doit être l'histoire de nos libertés, pour savoir quelles ont été les personnes, les êtres humains, les femmes, les hommes, qui ont risqué leur peau, qui se sont jetés dans l'aventure humaine pour nous établir ces libertés. Il y a une histoire de nos libertés qui est très précieuse. Et je pense qu'il faut faire l'histoire de nos libertés. Il faut faire l'histoire de cette Europe aussi, qui est quand même une terre du bout du monde. C'était l'Ouest. C'est là que les gens ils sont fuyés vers l'Ouest. Avant qu'on découvre l'Amérique, c'était le bout du monde, l'Europe occidentale. C'est le fruit de gens qui ont des bâtards. On est des bâtards.
parce qu'on s'est mélangé avec des terrains qui venaient d'endroits différents. Et seuls les bâtards ont pu inventer un droit universel pour tous, forcément. Il n'y a que les bâtards. Donc, on est les inventeurs de ça. C'est pas parce qu'on est des génies, c'est la réalité des choses qui nous a construits. Et c'est très précieux. Il faut garder le désir de ces libertés. Il faut éveiller la curiosité des gens, parce que les gens aujourd'hui ont tendance à juger avant d'être curieux. Et il faut prendre la réalité d'abord avec curiosité, avant la critique même. Voilà, comment vous dire, il faut cultiver l'enthousiasme. Je pense qu'il ne faut pas ressembler à nos adversaires. Nos adversaires sont toujours en train de geindre, en train de gémir, en train de dire que tout est foutu, en train de dire, nous, si on veut gagner, il faut être séduisant. Il faut aimer s'amuser, il faut aimer l'amitié, il faut remettre debout ces sentiments qui font que la vie est belle, parce que c'est quand même incroyable d'être en vie. C'est quelque chose d'incroyable. D'abord, garder au fond de soi cette étincelle d'étonnement. Quand vous écoutez une conférence d'astrophysiciens ou de scientifiques, de généticiens, de darwiniens, vous vous dites, incroyable, on est là, comment ça a été possible qu'on existe, que je sois là avec vous, que ce soit un plaisir, alors que c'était des poussières de trucs qui tombaient dans le cosmos. Ça s'est agglutiné au fil des millions et des milliards d'années pour qu'on soit là. C'est et cultiver d'abord cet émerveillement, d'abord avant toute chose, cet émerveillement, c'est la base, quelle que soit la tragédie. J'ai été très proche, j'ai eu la chance de Marceline Loridan-Ivens, qui est rescapée d'Auschwitz, et on a passé des nuits à discuter, et à boire plus que de raison, mais elle avait cette chose incroyable. Vous savez, quand elle a été à 16 ans, elle est raflée, elle est emmenée à la prison d'Avignon avant d'être transférée à Drancy. Et il y a une compagnon de cellule, ils étaient 4-5 femmes dans la cellule. Et elle racontait à l'enterrement de Marceline, elle a raconté qu'elle a pris un caillou, Marceline, pour écrire sur le mur, à la craie, c'est presque une joie de savoir qu'on peut souffrir autant. C'est une phrase très mystérieuse. Mais vous voyez, je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle a survécu au camp de la mort. C'est qu'elle avait ce truc incroyable en elle, cette curiosité de tout ce qui arrivait, y compris le pire. Et puis pour finir, parce que je vois qu'on arrive à la fin, une petite anecdote qu'on raconte sur Freud, que vous connaissez peut-être, mais que je trouve formidable. Donc, il s'en va parce que les nazis ont envahi Vienne. Bon, vous connaissez l'histoire, il se retrouve à Londres, très malade, avec son cancer de la mâchoire, il peut à peine parler, il souffre jour et nuit. Et de temps en temps, il y a des amis qui ont réussi à fuir l'Autriche et qui viennent le voir et qui lui racontent l'horreur. Un tel s'est fait arrêter, un tel a été assassiné, de la famille de Freud est persécuté. Et Freud, il est là dans son fauteuil, il écoute, et à un moment, il dit « Rien ne vaut la peine d'être triste ». Vous voyez, évidemment qu'il est bouleversé, mais il y a cette espèce de phrase mystérieuse qui sort comme ça, qui est énorme, qui est stupéfiante. Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est même difficile à comprendre, mais il faut y réfléchir tout le temps à cette phrase de Marceline et à cette phrase de Freud. Garder l'appétit de vivre jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup.